Assaya, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, député des Yvelines, 11e circonscription, si je ne me trompe. Emmanuel Macron parle donc aux Français demain, notamment de l'épidémie. En espérez-vous quelque chose ? En craignez-vous quelque chose ? Non, je crains rien. Je suis un peu triste de savoir que cette prorogation de l'état d'urgence se poursuit en France et que ça choque de moins en moins de personnes. Ce mandat a été un mandat quand même assez compliqué avec plus de 60 ordonnances pour faire passer un pass sanitaire et un état d'urgence dans un pays quand même plutôt démocratique avec un parlement qui marche plutôt pas mal. Et en fait, l'ordonnance, c'est quoi ? C'est faire passer les lois de l'exécutif en demandant au parlement de claquer des doigts. Ça s'appelle un gage d'efficacité. Ça s'appelle un gage d'efficacité, mais alors dans ces cas-là, on n'est plus dans une démocratie parlementaire. D'autant plus que quand vous regardez le Parlement et l'Assemblée nationale, à chaque fois qu'on fait passer une loi, en ce moment, c'est à 10 ou 20 voix près. Donc il y a aussi malaise, comme on dit, dans la majorité sur ce sujet-là. Je trouve que ce qu'on appelle l'état de droit, l'état de droit, c'est quoi ? C'est un ensemble de valeurs en Europe qui fondent les démocraties. L'état de droit nous demande de ne pas prolonger des états d'urgence sans contrôle parlementaire. C'est ce qui se passe en France aujourd'hui. Vous vous êtes battu jusqu'à 3h du matin lors du vote de cette prolongation, 4h du matin lors du vote de cette prolongation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. Est-ce que vous seriez satisfait si le gouvernement acceptait un simple débat au mois de février pour voir où on en est ? Plus qu'un simple débat, nous, on a demandé une clause de revoyure. Alors, on va rentrer un peu dans les détails. C'est une clause de revoyure, c'est qu'on se revoit. On fait un point, on fait un bilan et on essaie de voir si ça marche ou si ça marche pas. Comme cette clause de revoyure nous a été refusée, nous allons saisir le Conseil constitutionnel. Parce que pendant 8 mois, en France, nous n'allons pas avoir de contrôle parlementaire sur ce sujet. Imaginez un seul instant, on va faire des élections présidentielles et législatives. On va les faire comment ? Avec les gestes barrières comme d'habitude, avec un pass sanitaire, comment ça va se passer ? Est-ce que c'est pas aussi j'ai envie de dire peut-être une petite pirouette de la part de notre président pour ces élections-là ? Est-ce qu'on va continuer à faire ces passes sanitaires, ces gestes barrières, alors que pendant 8 mois on n'aura pas eu de contrôle de gouvernemental ? Non, je pense qu'il faut vraiment se revoir. D'ici là, est-ce qu'il faut rendre la 3e dose de vaccin obligatoire sur le pass sanitaire pour que ce pass reste valable ? Écoutez, moi je suis pas tout à fait favorable. D'abord, j'ai voté contre le pass sanitaire, je le dis en toute transparence, je n'ai pas l'habitude de faire de la langue de bois. Inciter à la vaccination, proposer la vaccination, oui. Maintenant, et je crois que le sujet n'est plus la prorogation d'un pass sanitaire ou d'un état d'urgence, c'est la sortie de cet état d'urgence. Il faut sortir de ce problème-là. Aujourd'hui, en juillet, ça fera 27 mois, je crois, ou 28, je suis plus sûr de mon mois, mais 27 mois que la France est dans un état d'urgence. On n'a pas connu ça, même pas pendant la guerre d'Algérie. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, à un moment donné, il va falloir retrouver les libertés et sortir de cette crise. Aujourd'hui, le masque revient dans les écoles pour les enfants, dans 39 départements qui en avaient pourtant été débarrassés. Je crois que c'est le cas des Yvelines d'ailleurs. C'est une mesure nécessaire ou c'est excessif ? C'est excessif. Moi, je pense que c'est excessif. Je le répète, il faut sortir de cette crise. C'est excessif. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Je sais qu'aux États-Unis, il y a cette espèce on fait attention aux enfants, on fait attention aux masques, on fait attention à la vaccination des enfants. C'est pas le cas de la France. Aujourd'hui, on nous parle de rebond constamment. Vous avez remarqué, tous les 2-3 mois, on parle de rebond de la crise sanitaire. Bon, j'ai l'impression que ça devient une politique gouvernementale et je trouve que c'est quand même maintenant très, très excessif. Alors le président parlera aussi économie demain. On apprend que Bercy va prolonger les prêts garantis pour l'État jusqu'en juin 2022. Est-ce que c'est une bonne mesure pour les entreprises ? Alors, très honnêtement, le quoi qu'il en coûte dont on parlait, le quoi qu'il en coûte économique n'a pas été une mauvaise chose. Faut pas faut pas cracher dans le bassinet comme on dit constamment. C'est une bonne chose. On est passé maintenant au quoi qu'il en coûte électoral, mais on en reparlera peut-être. Maintenant, on distribue l'argent aux Français à 6 mois des élections. C'est vrai que on s'en sort plutôt pas mal au niveau économique, même si, quand vous voyez le budget, nous sommes en projet de loi de finances en ce moment, vous voyez que les résultats sont pas bons quoi qu'il arrive, mais depuis 30-40 ans, ils sont pas bons. C'est pas que Macron, ils sont pas bons. La dette explose, on est à 3 000 milliards d'euros, le budget est en déficit de 167 milliards d'euros, je crois aussi, donc les chiffres sont pas bons. Mais il y a un effort de fait. Je vais pas dire qu'on aurait fait mieux, nous, dans cette période-là. Mais la Cour des comptes proteste. Elle dit les recettes supplémentaires dégagées par cette reprise, plus de 6% de croissance cette année, devraient aller au désendettement. Et ça va à la distribution ? Ça va à la distribution, ça va au chèque cadeau, ça va à Noël. C'est Noël. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, mais c'est gros. Très honnêtement, par exemple, prenez le chèque inflation de Jean Castex. Est-ce qu'il faut donner 100 € français ? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il fallait faire des choses beaucoup plus fortes pour les Français. C'est-à-dire baisser les taxes sur l'énergie, baisser les taxes sur l'essence. Vous vous rendez compte que sur l'essence, il y a deux taxes. Il y a une taxe sur la TVA et une taxe qu'on appelle sur les produits d'énergie. Et sur cette taxe des produits d'énergie, il y a une deuxième TVA. C'est-à-dire que les Français payent
ils ont la double lame. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont les 2 TVA sur une même taxe. Est-ce qu'il faut baisser ces taxes-là et redonner du pouvoir d'achat aux Français ou leur donner 100 €? Moi, je préfère quand même plutôt petit A. Ce soir, c'est le premier débat télévisé entre les candidats LR pour la présidentielle. Alors, qu'allez-vous surveiller? Qu'allez-vous regarder avec attention chez chacun d'entre eux? Moi, je pense qu'enfin, les Français vont avoir une image de ce que va être notre candidat de droite à la présidentielle d'avril prochain. Parce que pour l'instant, on parle beaucoup de sondages, on parle beaucoup de candidats, mais jamais du candidat de droite. C'est normal, il n'est pas encore désigné. Donc, Zemmour monte, Macron stagne, Le Pen monte ou descend, la gauche descend et redescend. Et vous, c'est pas commencé. Et nous, on n'a pas commencé. Donc, le débat va donner quoi? Il va probablement dire aux Français, ce pays penche globalement à droite. Déjà depuis plusieurs années, ce qui est vrai. Ce pays est à droite. D'ailleurs, nous avons remporté à peu près toutes les élections intermédiaires. Nous, quand je dis nous, c'est les Républicains. Nous avons remporté à peu près toutes les élections intermédiaires, sauf les européennes. Mais là, il faut un champion. Et maintenant, il va falloir le désigner. Mais vous savez, les choses sont claires. Je sais que sur certains plateaux médiatiques, on essaie de voir s'il y a de la division, s'il y a de la discorde, s'il y a quelque chose. En fait, c'est simple. On va débattre, on va choisir un candidat et on va le suivre. Est-ce que votre choix, je l'espère. Est-ce que votre choix est fait, personnel? Non, il n'est pas fait. Justement, j'attends ce débat-là. J'attends ce débat pour voir comment voulez-vous choisir entre des amis que vous connaissez. Moi, je connais très bien Valérie Pécresse, elle est de mon département. Je connais bien Juvin, qui est venu me soutenir pendant ma législative partielle. Je connais très bien Bertrand. Vous l'avez reçu la semaine dernière. Voilà, exactement. Éric Ciotti, un collègue au départ à l'Assemblée nationale. Alors comment départagez? C'est vraiment ce qu'ils vont dire ou c'est l'impression que quelqu'un à un moment donné va fendre l'armure et incarner la présidence? Il y aura plusieurs choses. D'abord, il y aura le programme. Alors, vous allez me dire, le programme, ça se vaut. Tout le monde. Mais il y aura la façon de le faire, la façon de le dire, la façon de le chiffrer. C'est très important. Et puis, il y aura aussi autre chose, c'est comment l'incarner. Qui va l'incarner? Qui va le dire aux Français? Qui va être proche des Français et comment ils vont le dire? C'est important. Malheureusement, entre amis, il va falloir, à un moment donné, de dire, écoute, je vais te soutenir toi. Ça veut pas dire qu'on déteste les autres. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix et prendre un candidat. Et ce candidat, dès qu'il sera choisi, eh bien, il montera dans les sondages. Avec un espoir. Je pense que s'il est au second tour, je pense qu'il sera au second tour, là, il y aura match. Pour vous, l'âge de Michel Barnier, c'est un atout ou un handicap? Indifférent. Non, je pense pas que ce soit un handicap. Franchement, c'est un homme d'expérience qui a fait tous les mandats possibles, imaginables, locaux, électoraux, nationaux, européens. C'est vrai, il a 71 ans. Mitterrand en avait 65. Il a terminé à 75 ou 74. 79 même. Et Valérie Pécresse, être une femme, c'est un atout dans la France d'aujourd'hui? C'est un handicap, comme le dirait Éric Zemmour? Je sais pas s'il a dit que c'était un handicap. Non, il l'a pas dit pour elle, mais enfin, on sent bien que le pouvoir des femmes, pour lui, c'est pas la même chose. Oui, d'accord, mais je pense que c'est plutôt un atout en France. Je pense qu'aujourd'hui, elle incarne quelque chose, Valérie, qui est tout à fait original. Chacun parle, d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, chacun quand même a ses propres spécificités. Juvin, il parle du service public. Il défend le service public. Valérie défend les salaires. Valérie Pécresse défend les salaires. Ciotti, c'est plutôt la sécurité, la droite, etc. Et ainsi de suite. Bertrand parle beaucoup de la France des territoires. Vous voyez, on a des débats. Mais ça fait un gouvernement, tout ça parfait. Mais j'espère. Mais ça fait pas un président. On verra parmi les 4 ou 5. Alors, est-ce qu'on le verra demain, peut-être, surgir, ce candidat, avec une lumière qui tombera du ciel, à Colombey-les-Deux-Églises, où ils seront tous réunis? Fiction ou union? Non, mais maintenant, c'est devenu un pèlerinage qui est normal. Je veux dire, le général de Gaulle, c'est le général de Gaulle. C'est quand même celui dont on se réfère, nous, républicains. Alors maintenant, tout le monde se réfère du général de Gaulle. Anne Hidalgo, il sera aussi. Oui, alors ça me fait un peu rire que Dupont-Aignan, ça me fait un peu rire que les socialistes se réclament du général de Gaulle. Paris est ville compagnon de la Libération. Après l'avoir traité de facho. Mais enfin bon, c'est pas grave, ça fait partie du théâtre médiatique de la gauche. Arnaud Montebourg propose de bloquer les transferts d'argent des ressortissants vers leur pays d'origine si ce pays refuse de reprendre ses clandestins. Excessif ou injuste Est-ce que vous avez déjà entendu parler, Arnaud Montebourg, d'immigration? Jamais. Il en parle maintenant. Pourquoi? Parce qu'on court après toujours le même. Voilà, c'est-à-dire qu'il y en a un qui marque on va être honnête, il y en a un qui marque le tempo dans cette campagne. C'est Zemmour depuis un mois et demi. C'est Zemmour. Moi, mon fils a 25 ans, par exemple, il partage plutôt mes idées, je ne l'ai pas influencé, mais presque. Mais à chaque fois, il me dit, j'écoute Zemmour, il marque le tempo, j'écoute les autres. Et je m'embête un peu. Ça va se dégonfler, Zemmour ou je sais pas, je suis pas sondeur. J'ai l'impression qu'en général, quand on est candidat, quand on est monté très haut comme ça, comme polémiste, essayiste, intellectuel, c'est un intellectuel de droite, Zemmour. Quand on devient candidat, on y laisse des plumes. On va y laisser des plumes. Et je pense que Zemmour va se stagner comme candidat parce que forcément, il va devoir parler autre chose que d'immigration.
Dernier point, vous avez déposé une proposition de loi pour protéger les chiffres roms. Pourquoi ? Merci, c'est sympa d'en parler. Ah mais c'est important, je suis très attaché aux chiffres roms. Mais vous savez quoi ? Cette proposition de loi, qui je pensais allait passer complètement inaperçue, a été signée par tous les bancs. C'est ce qu'on appelle les bancs, c'est-à-dire droite, gauche, centre, sur cette proposition de loi. Pourquoi ? Parce que quand vous allez dans un musée et que vous voyez marqué sur une statue, je sais pas moi, allégorie de Louis XIV, 14 avec en chiffres arabes, moi je trouve ça. Pourquoi on le fait ? D'abord, on le fait pour une raison commerciale, pour que ça se lise mieux. Pour les étrangers, les Japonais, Chinois, etc. Et deuxièmement, c'est de la paresse intellectuelle. Et moi, je trouve que pour défendre notre civilisation, parce que là, c'est une question de civilisation, il faut défendre ces chiffres romains. Alors, je fais attention avec les journalistes parce que souvent, on me tend des chiffres romains en me disant lisez ces chiffres romains-là. Mais quand on a 2 ou 3 secondes pour les lire, c'est très compliqué. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est important de garder ce corpus-là, cette espèce d'essence qui fait notre civilisation. Puis je trouve ça joli. Louis Croivet-Bâton, c'est très joli. Voilà. Pour savoir lire aussi les dates d'édition sur les vieilles et les vieux livres. Voilà, les horloges. Les horloges, voilà. bien sûr. Eh bien, Philippe Bennassaya, député de la 5e République avec un V. Voilà, exactement. Merci, bonne journée. Merci à vous et merci de m'avoir reçu. Merci.